À l'heure de la relégation attendue du Toulouse Football Club, les annonces quant à son rachat par le fonds d'investissement Redbird Capital se sont multipliées. Et malgré la descente en Ligue 2 et la crise post-Covid qui plane au-dessus des championnats, l'intérêt du groupe financier américain ne s'est pas subitement éteint. Car il est une réalité nouvelle dans le football, les clubs sont désormais perçus comme des entreprises rentables, voire très rentables. En effet, auparavant, il était entendu que la rentabilité dans le foot était à trouver auprès de l'activité de trading des agents, ou à la rigueur dans la détention des droits de diffusion des matchs. Lorsque l'on regarde le nuancier de propriétaires qu'a par exemple connu la Ligue 1, il y a eu la grande époque des entreprises propriétaires, on a aussi connu les entrepreneurs, et l'audiovisuel lui non plus n'était pas en reste, comme les milliardaires, ou même un État, voire plusieurs. Mais depuis 3 ans, ce sont les fonds d'investissement qui s'affirment dans le paysage des propriétaires de clubs hexagonaux. Alors qui sont-ils ? Eh bien la tendance s'est particulièrement dévoilée en 2017 avec l'arrivée de Gérard Lopez au LOSC, car derrière le nouveau propriétaire des Dogs, on retrouve au financement du rachat la banque JP Morgan et le fonds d'investissement Elliott Management. De leur côté, les Girondins de Bordeaux ont été cédés par M6 pour devenir la propriété exclusive du fonds américain King Street en 2019. Et aujourd'hui, ce sont donc Toulouse d'une part qui aimante les capitaux américains de Redbird, et le Stade Malherbe de Caen d'autre part, courtisé par Oaktree Capital. Des discussions de rachat qui imposent tout de même la prudence, puisque dernièrement, par 3 fois au moins, des tentatives de rachat de clubs par des financiers ont échoué, comme à Saint-Étienne, à Nancy, ou même à l'OM. Alors qu'est-ce qui anime ces rachats ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs à cela que l'on peut scinder en 2 manches. Pour les facteurs généraux, il y a eu l'introduction du fair play financier, qui par son système de contrôle et de sanctions par l'UEFA prévient les déséquilibres entre dépenses et revenus des clubs, ce qui a assaini et stabilisé tout le secteur, ce qui, conjugué à des compétitions plus fermées et à la généralisation d'une aide financière aux clubs relégués, a rendu le football bien moins précaire. Également, la réussite entrepreneuriale de Grande Europe ces dernières années a démontré le formidable potentiel commercial des marques que sont les clubs, potentiel jusqu'ici plutôt méprisé. Si l'on prend par exemple les seuls revenus commerciaux, entre 2006, peu après le rachat d'United par les Glazers, et 2019, les revenus du club ont progressé de 439%. Et de la même manière, entre 2013 et 2019, le PSG, lui, a presque triplé ses mêmes revenus. Autre perspective chantante, la croissance galopante de la valorisation des clubs. Ainsi, entre 2015 et 2018, la valeur combinée des 32 plus grands clubs de football a augmenté de près de 35%. Passons à la seconde branche des motivations, celle qui explique que le phénomène semble plus vivace en France. D'abord, il y a le très lucratif cycle de droits télé, principalement signé avec Mediapro, et qui a permis la vente par la LFP des droits de diffusion de la Ligue 1 pour un total de 1,1 milliard d'euros annuels, un accord qui verrait les revenus issus de ces droits doubler pour les clubs. Le premier de Ligue 1 recevrait ainsi 88 millions d'euros pour la saison, et le dernier 38. Avec en tête que ces dernières années, le chiffre d'affaires annuel médian d'un club de Ligue 1 gravitait autour de 45 millions d'euros. D'où la nature absolument astronomique de ce nouvel accord télé. Mais le nerf de la guerre réside ailleurs, puisqu'il est à trouver dans le trading de joueurs. La France est en effet le 2e exportateur mondial de joueurs, derrière le Brésil. Un statut qui fait du championnat un championnat de transition, quasi assumé par la Ligue de football professionnel elle-même, puisqu'elle lui prête comme slogan depuis 2018 la Ligue des talents. Ce rayonnement international s'explique notamment par un bassin bouillonnant de jeunes joueurs, repérés et encadrés par des centres de formation réputés. Et lorsqu'un club comme Monaco exploite avec talent cet environnement, ça donne une activité de transfert stratosphérique, pour exemple leur transfert entre 2017 et 2018. Mbappé, Mendy, Silva, Bakayoko, Lemar et Fabinho. Autre indicateur que la France est un championnat vendeur, il est le seul des 5 grands d'Europe à connaître une balance des transferts nettement positive, alors même que le PSG est plutôt un habitué de la redistribution. Enfin, la faible valorisation des clubs français par rapport à leurs voisins attise l'intérêt des financiers. Alors l'exercice de valorisation est complexe, mais si l'on prend la tendance dessinée par Transfermarkt, on constate aisément l'écart parmi le Big Five. On a donc compris qui étaient les fonds à planer au-dessus des clubs hexagonaux et ce qui les attirait. Alors pourquoi est-ce un problème ? D'abord, un point rapide sur la procédure d'acquisition de clubs privilégiée par ces fonds d'investissement, le LBO, acronyme anglais d'un achat à effet de levier. Un individu ou une entreprise veut se porter acquéreur d'un club, mais ne peut pas ou ne souhaite pas y mettre toutes les billes, seulement un apport, et parfois même très minime. Il va donc voir banques et fonds d'investissement pour les associer à son entreprise de rachat afin que ces établissements apportent des liquidités nécessaires à l'opération. En échange, le débiteur et donc futur propriétaire s'engage à rembourser ses créanciers et à s'acquitter des intérêts associés à la créance grâce à l'exploitation de son acquisition, c'est-à-dire grâce au club. Et celui-ci sert également de garantie en cas de défaut de paiement du débiteur. C'est donc une procédure assez similaire à celle que connaît un particulier lorsqu'il achète un appartement,
à quelques pécadilles près. D'abord parce qu'un particulier qui achète un logement et qui rembourse son emprunt par sa location, eh bien ça n'engage que lui. Or, dans le cas d'un club, qui est une PME avec des salariés, des supporters et une importance culturelle forte, eh bien le nouveau propriétaire le plonge dans la dette et va rediriger une partie des revenus d'exploitation de l'entreprise vers le remboursement de ses créanciers à lui. Autant de ressources qui ne seront pas investies dans l'intérêt du club. Et deuxième nuance importante, le particulier connaît aujourd'hui des taux d'intérêt de crédit immobilier formidablement bas. Or très souvent dans les LBO dont on parle, les taux d'intérêt orbitent eux autour des 16%, ce qui est colossal au regard des sommes en jeu et des aléas inhérents au monde du sport. Un taux d'intérêt se calcule en fonction du risque pris par le créancier, donc lorsqu'il est élevé, c'est révélateur d'une crainte plus forte de défaut de paiement. Et peu d'établissements financiers s'adonnent à ces coups de poker, ce qui nous conduit à notre deuxième souci, la nature de ces fonds, les fonds vautours. Ces fonds sont spécialisés dans le rachat à bas coût de dettes souveraines ou de dettes d'entreprises en très mauvaise posture. Ainsi en 2001 par exemple, l'Argentine est criblée de dettes et annonce qu'elle est en défaut de paiement. Le pays est au bord du précipice économique et social, les industriels et les investisseurs quittent le pays et la pauvreté explose. La seule issue est une restructuration de la dette qui s'élève alors à 130 milliards de dollars. Après de très pénibles et longues négociations et d'importants sacrifices, l'Argentine obtient une décote de la valeur des créances de 70% auprès de 93% de ses créanciers. Mais 7% sont réfractaires à la restructuration, et parmi eux, Elliott Management Corporation. Alors que pour l'Argentine, l'économie tournait kazakh, Elliott s'était en effet porté acquéreur de créances, rachetant ainsi 630 millions de dollars d'actifs à des investisseurs inquiets de tout perdre. Des créances dont la valeur hors restructuration avoisinait les 3,1 milliards de dollars. Une somme qu'Elliott entendait bien obtenir par des procédés aussi novateurs qu'ultra-agressifs. Par exemple, en 2012, le navire-école Ara Libertad de la marine argentine fit l'objet d'une saisie conservatoire au Ghana, suite à la saisine des autorités par l'une des filiales du groupe financier. Dans la panique, l'Argentine dut procéder à l'évacuation de 280 marins alors à son bord. Après plusieurs épisodes comme celui-ci et une très longue bataille juridique, l'Argentine se vit condamnée au remboursement de 75% des sommes exigées. Elliott Management recouvra ainsi 2,3 milliards de dollars, soit un gain de près de 370%. Un retour sur investissement colossal pour des pratiques plus que discutables et que l'ONU elle-même condamne régulièrement. Les fonds vautours privent les pays pauvres des bénéfices des efforts internationaux de réduction de la dette, et qui devraient financer des améliorations de services publics de base tels que l'approvisionnement en eau potable, la santé primaire, l'éducation et des logements. La communauté internationale ne doit pas accepter ce détournement immoral et injuste de ressources financières des pays les plus pauvres de la planète. Opportunistes, agressifs avec un penchant charognard, ce sont surtout ces fonds qui survolent les clubs français, augmentant la probabilité de faillite et de disparition de leurs victimes. Pour conclure sur le risque financier qu'amènent les fonds d'investissement, il y a le mirage du trading de joueurs, car derrière les coups d'éclat, le modèle risque globalement de s'essouffler. D'un côté, il y a de plus en plus de clubs vendeurs, et de l'autre, il y a une dynamique qui pousse les clubs à moins acheter pour se concentrer davantage sur la formation. Or, c'est un système déjà bancal, comme le résume Pierre Rondeau. Sans prendre en compte les revenus des transferts, 18 des 20 clubs de Ligue 1 sont en faillite, ils en ont besoin pour survivre. Et tout ça, c'est avant le Covid. Il y a également l'inquiétude à l'égard de la solidité financière du nouveau diffuseur Mediapro, qui n'a pas encore eu à verser ses premiers loyers, une inquiétude qui s'acoquine avec la récession attendue des droits télé. Et ça aussi, c'est avant le Covid. D'autre part, la tolérance de la DNCG à l'égard d'un modèle d'affaires nouveau risque de la discréditer et de déstabiliser tout le secteur. Les nouveaux dirigeants de Bordeaux se permettant déjà quelques inélégances lorsqu'ils évoquent ces contrôles, comme révélé par les ultramarines. Rendez-vous qu'on a eu avec la DSCG l'été dernier, on leur avait dit on n'est pas arrivé, mais faites-nous confiance parce que le BP c'est celui-là. Au mois de janvier, on a eu un tout petit peu de mal, et donc quand je vais y retourner au mois de mai, je vais leur faire un numéro de claquette. Du côté sportif et culturel, c'est tout aussi préoccupant. Ed Woodward, directeur général de Manchester United, déclarait en 2018 « Playing performance doesn't really have a meaningful impact on what we can do on the commercial side of the business ». Et ça, c'est carrément déprimant pour un amoureux du jeu. À l'image du rebranding sauvage des Girondins de Bordeaux, en Bordeaux Girondins, faisant fi d'un nom et d'une histoire iconique du football hexagonal, et provoquant l'ire des fans. Également, le trading, même s'il permet le passage de joueurs très talentueux dans les clubs, nuit sur le moyen et long terme à l'attachement des supporters. Il y a du Sisyphe à bâtir une belle équipe qui sera vendue dès qu'elle approchera des sommets. En conclusion, d'un point de vue économique, l'arrivée des fonds d'investissement est loin d'être une aubaine pour le football, tant leur course au profit serre le vent, et ça jusqu'à risquer la faillite des clubs. Et d'un point de vue sportif, l'irruption des fonds conduit les équipes à ne plus jouer les titres et à être indifférentes aux relégations. La logique uniquement financière est un tout de passion et plonge les supporters dans un purgatoire. Car là où la finance aime le prévisible, le football lui préfère la glorieuse incertitude du sport. Chasser l'aléa, c'est chasser le football. Mais le monde du ballon s'en inquiète et s'organise comme Arsène Wenger, aujourd'hui directeur du développement du football mondial à la FIFA.
Les clubs français tombent petit à petit aux mains de gens qui ne sont pas de vrais constructeurs de l'avenir, mais des investisseurs qui cherchent à gagner très vite de l'argent. Il faudrait peut-être créer une commission d'éthique d'achat des clubs pour voir quelles sont les vraies intentions des gens qui les achètent. L'espoir est donc permis. Voilà, c'était plus complexe et donc plus long. J'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine.